Un chômage qui pèse sur l'évolution des salaires. Et à partir de 80, des années 80, on a en moyenne moins de 1% d'accroissement du pouvoir d'achat des salariés par an. Moins de 1%. Pas du pouvoir d'achat, du salaire net. D'accord? En euros constants, je dis. Mais ce n'est pas le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, il dépend de l'autre. Donc, vous voyez deux choses dans ce graphique. D'une part, si vous regardez les premières colonnes, 51, 60 et 60, 70, vous voyez qu'au cours de cette période, le salaire moyen, qui est la colonne rouge, il s'accroît de l'ordre de 5% par an. Hein, plus de 50% en 10 ans. Alors que vous voyez que quand on passe aux années 70, déjà, vous voyez qu'avant, le salaire minimum, qui est en bleu, ça croissait moins que le salaire moyen. Dans toute la période, et ça jusqu'en 68, il y a eu un accroissement de l'éventail dans le bas des salaires. En 68, on a demandé un relèvement du SMIC de 33%. Et ensuite, il y a eu une transformation du SMIC, salaire minimum garanti, en un salaire minimum de croissance. C'est-à-dire indexé sur le salaire moyen, au lieu d'être seulement indexé sur les prix. Donc c'est ça que vous voyez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir des années 70, vous voyez que la colonne bleue dépasse la colonne rouge, c'est-à-dire que le salaire minimum croît plus vite que le salaire moyen. Donc il y a dans le bas de la hiérarchie, il y a un resserrement de la grille des salaires. Ce qui est normal compte tenu de la faible augmentation des salaires, puisque c'est moins de 1% par an. Donc forcément, on va réclamer que les salaires les plus faibles soient augmentés, puisque sinon ils ne peuvent pas vivre, d'autant plus que les dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement notamment, les transports, s'accroissent beaucoup plus vite que ces revenus. Donc forcément, on va demander un accroissement du salaire minimum, mais quand les négociations sur les autres salaires n'avancent pas, les salaires moyens et médians, c'est-à-dire ceux qui sont touchés par la très grande majorité de la population, se trouvent de plus en plus proches du salaire minimum. Alors que le salaire minimum doit être un salaire minimum et que le niveau de formation de la population, on l'a vu, a fortement progressé. Et donc, forcément, on demande à ce que sa qualification soit reconnue. Or, dans les faits et dans les salaires, elle n'est pas reconnue, ce qui pose problème. D'accord? Alors, la grande colonne bleue, je l'ai passée, c'est l'augmentation du SMIC en 68. Vous voyez que la baisse dans l'année 70-80, c'est l'impact de la colonne rouge du salaire moyen, c'est l'impact de la crise sur la croissance et les rémunérations. Dans la période 80-90, juste après, c'est la première baisse importante. Vous voyez que la colonne rouge, c'est l'époque du gel des salaires. Vous vous rappelez, enfin vous ne vous rappelez pas parce que vous êtes beaucoup trop jeune, mais en 84, la gauche a gelé les salaires, a proposé le gel des salaires. Les communistes sont partis du gouvernement à ce moment-là. Mais il y a eu un gel des salaires prononcé. Et c'est là qu'il y a eu transfert de la part de la valeur ajoutée du salaire vers le profit des 8 points. Donc ça, c'est la colonne 80-90. Et sur les colonnes, à partir des périodes 90 à 2007, vous voyez qu'on a, sur la période 80-90, on a des hausses du salaire en salaire constant, en euros constants, qui sont de moins de 1% par an. Et ensuite, à partir de 90, on a moins de 5% en 10 ans. En 10 ans, le salaire moyen s'est accru de moins de 5%. Alors que vous voyez de combien se sont accrues les dépenses de logement, de transport, de culture. Donc un chômage, alors là c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un chômage indispensable pour obtenir des taux de rendement à 2 chiffres dans une économie mondialisée et tertiarisée. Une économie tertiarisée qui fait que vous voyez que 75-84, c'est 1973, c'est le début de la crise.
75-84, on est passé d'un taux de croissance annuel du PIB qui était de 5% à un taux de croissance annuel moyen du PIB qui est de 2,6%. 2,6%, après il reste autour des 2% tout au long de la période. On n'a plus du tout les taux de croissance qu'on avait de la production antérieure. L'emploi, lui, et on a dit c'est la variable d'ajustement. Donc, même si on a eu, on l'a dit, une croissance de 110 000 emplois par an en moyenne, vous voyez que c'est des croissances de l'emploi qui sont faibles, sauf sur la période 93-2002, où on a eu le partage du travail avec le passage aux 35 heures. Donc, vous voyez, 1,2% de croissance des emplois. Alors, la productivité par tête, je vous dis simplement ce que c'est moins important que la productivité horaire, on va dire. La productivité par tête, elle s'accroît puisque, en fait, vous voyez que c'est la différence entre le PIB, la croissance de l'emploi, et la croissance du PIB. Donc, si vous prenez la première colonne, 2,6 moins 0,2, ça vous donne 2,4 de productivité par tête. Cette productivité par tête, elle baisse, elle est insuffisante pour assurer un rendement aux capitaux financiers. Il faut donc réduire la durée du travail pour accroître la productivité horaire. Vous voyez que tout au long de la période, il y a une réduction de la durée du travail. En 75-84, elle est forte parce que c'est le passage aux 39 heures, c'est le passage à la 5e semaine de congé payé et c'est le passage à 60 ans, la retraite à 60 ans. Tout ça, c'est une réduction de la durée du travail. Ensuite, la réduction est moins forte sur la période 84-93 et on a la période 93-2002 avec le passage aux 35 heures. Donc, qui est aussi une forte. Par contre, assez curieusement, et on ne s'explique pas encore pour l'instant, c'est qu'on assiste à une remontée de la durée du travail dans la période récente et qui est quelque chose de tout à fait nouveau sur laquelle il va falloir qu'on se penche parce que c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et donc vous voyez que ça permet une productivité horaire de 3,5% en 75-84. Je vous rappelle que sur cette période, le salaire moyen, lui, ne s'accroît que de 2,5%. Vous voyez que les salaires sont loin, la croissance des salaires est bien inférieure à celle de la productivité horaire du travail. La même chose pour les périodes 84 et leur suivante. Vous voyez que en partir de 93, vous avez 2,2% de productivité horaire, un peu moins sur la dernière période à cause de la remontée de la durée du travail. Mais sans ça, les salaires, eux, s'accroissent de 0,5% par an. Donc c'est bien le moyen, encore une fois, de peser, parce qu'on pèse sur les salaires, alors que malgré une productivité du travail qui est plus faible qu'avant, mais qui est quand même élevé par rapport, d'accord? Et notamment, le chômage permet de peser sur et de rapporter plus d'argent au profit, notamment grâce à la baisse des charges sociales qui est présentée comme la mesure de lutte contre le chômage. Donc entre 75 et 84, la part des cotisations légales. Vous savez que vous avez les cotisations salariales que paye le salarié entre son salaire brut et son salaire net, et les cotisations patronales qui sont entre le salaire brut et le coût du travail global. Ils sont payés par le patronat. De toute façon, vous ne touchez que le salaire net, mais vous verrez sur votre feuille de paye, on vous ôte des cotisations sociales. Donc entre 75 et 84, la part des cotisations légales dans la masse salariale, elle passe de 32 à 39%, donc elle s'accroît. Ceci pour lutter, parce qu'il faut financer la montée du chômage et qu'il faut financer les retraites. Mais, en fait, et le coût horaire, lui, s'accroît de 5,5% par an. Par contre, entre 84 et 92, le coût horaire n'augmente que de 1,2% par an, malgré les 39 heures. Et à une faible hausse des salaires s'ajoute une stabilité des cotisations patronales. Déjà, alors que les cotisations salariales continuent d'augmenter pour faire face au chômage et au vieillissement, les cotisations patronales, elles, stagnent.
Et entre 1992 et 2004, sur le cours des 10 dernières années, au nom de la relance de l'emploi face au chômage, des exonérations de charges sociales sur les bas salaires, c'est tous les emplois aidés et tous les bas salaires, sont institués, et notamment lors du passage aux 35 heures. Vous savez que le passage aux 35 heures s'est accompagné d'une baisse des cotisations sociales sur les premiers embauchés et une absence d'exonération de cotisations sociales patronales sur les premiers embauchés. Et donc, en fait, à condition que ça soit en dessous d'un salaire qui était peu élevé, de 1,3 SMIC. Donc, on embauche sur des salariés sur moins de 1,3 SMIC, et donc on freine la hausse des qualifications et le coût de la main-d'œuvre. D'accord? Donc l'emploi non qualifié se développe dans les services à ce moment-là. Alors seuls les plus hauts salaires voient leur pouvoir d'achat s'améliorer. Vous voyez que l'évolution, si vous prenez la ligne du bas, vous voyez l'évolution annuelle moyenne du salaire pour le salaire médian, c'est-à-dire celui qui est en dessous duquel se trouvent 50% des salariés. C'est combien? Le salaire médian, aujourd'hui, il est au-dessus, 25 309, c'est par an. Par an, hein. Ouais. En quoi? Euros. Non, mais en brut, en net, en toute cotisation? En brut, en brut. C'est le salaire brut des temps complets. C'est marqué d'ailleurs. Salaire brut des temps complets. Donc vous voyez que le salaire en dessous desquels se trouvent 50% des salariés s'accroît de 0,65 moins de 1% par an. Par contre, bon, c'est la même chose jusqu'à ce qu'on appelle le dernier décile, c'est-à-dire Q90, au-dessous duquel se trouvent 90% des salariés. Il s'accroît, lui, de 0,72. Par contre, quand on arrive à 0,80, au dernier centile, les derniers centièmes de salariés les plus élevés, là, vous avez des augmentations de 1,35% par an et même 2,92% pour les salaires les plus élevés. D'accord? Le 1 pour 1000 qui est le plus élevé. L'accroissement, donc nous on a vu pour comment le chômage pesait sur et permettait un transfert et un accaparement de la plus-value par les profits financiers. Maintenant, on va voir comment on a fait pour accroître cette plus-value et donc la productivité du travail des salariés. Donc là, on va voir plusieurs choses. D'abord, l'introduction des nouvelles technologies. Deuxièmement, la nouvelle organisation du travail, plus responsabilisante, mais qui intensifie le travail et qui est source de stress. Ensuite, on verra la stratégie sera aussi de diviser les salariés. Et enfin, comme il faut quand même accroître tout en divisant les salariés, il faut accroître leur engagement. Et donc, on va avoir un management participatif et surtout une diffusion d'une idéologie d'entreprise très importante. Donc, de plus en plus de salariés utilisent l'informatique au travail. Vous voyez que chez les cadres, c'est plus de 8 4 sur 10, 9 4 sur 10 qui utilisent l'informatique au travail. C'est aussi le cas de la plupart des professions intermédiaires. Par contre, vous voyez que les employés qui utilisent essentiellement, ça c'est les secrétaires qui utilisent essentiellement l'informatique. Et vous voyez que ça ne s'est pas beaucoup développé entre 1998 et 2005, contrairement à ce qu'on observe pour les cadres et les professions intermédiaires. Chez les ouvriers, ça s'est développé au cours des dernières années, l'informatique, mais par contre, moins de 30% des ouvriers utilisent l'informatique à leur travail. Alors, le développement des nouvelles technologies sert d'abord à réduire les effectifs et à travailler en flux tendu. Ça permet de réduire le coût du stockage et, naturellement, par contre, au prix d'un accroissement des transports routiers de matières premières et de pièces semi-finies. Donc ça, du point de vue de l'environnement, on sait ce que ça coûte.